Pile poil à l'heure. On va passer la parole à Monsieur Campus France ce soir, Olivier, pour l'introduction de la soirée. Mets-toi au centre. Merci. Donc on est dans les bureaux de Campus France. Voilà. Exactement, oui, c'est ça. Merci beaucoup, David. Merci à toutes et tous d'être venus très nombreux ce soir. Alors, peut-être que le public présent ce soir est un petit peu inhabituel aux activités de la Société d'Histoire, car aujourd'hui, on a décidé de vous mélanger à des alumni, ou alors on a mélangé nos alumni aux membres de la Société d'Histoire. Donc, ça nous paraissait important, justement, pour Campus France, qui est un service officiel de l'ambassade de France, bien sûr, et localement, nous dépendons directement, bien sûr, du consulat de France ici à Shanghai. Et nous occupions des mobilités vers la France, des étudiants chinois, ou du moins étrangers. Et à leur retour de France, une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme en France, on s'occupe du réseau France Alumni, avec la collègue qui est derrière, qui est en charge des alumni dans toute notre circonscription, du moins à Shanghai. Il y a déjà beaucoup de travail. Donc ça nous paraissait important ce soir de mélanger un petit peu les passionnés d'histoire avec un thème très intéressant et qui colle parfaitement à nos activités. Et nos alumni aussi ce soir qui sont venus en nombre, qui s'intéressent aussi à l'histoire, à la culture française, avec une conférence ce soir, j'imagine, très intéressante. Alors merci encore à toutes et tous d'être là et je passe le micro à David. Merci Olivier, merci à Campus France et au service du consulat qu'on remercie souvent parce qu'on fait souvent des choses avec. Un certain nombre d'entre vous nous connaissent pas, donc nous sommes la Société d'Histoire des Français de Chine. On organise depuis 5 ans maintenant, c'est la 5e année qu'on va boucler cette année, là au mois de juin, on fait des conférences tous les mois, donc une conférence comme celle-là aujourd'hui, une fois par mois. On fait des podcasts, on va en parler un petit peu plus tard à la fin. On fait des clubs recherche, on parle un peu de recherche, comment faire des recherches historiques pour les passionnés, des choses comme ça. On le fait souvent en ligne. Il y a eu une session la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On a aussi un certain nombre d'articles sur notre compte WeChat. On vous mettra le compte WeChat à scanner à la fin de la conférence. Nous sommes... Comment ? YouTube. Et c'est ce que j'allais dire. Et on fait aussi, on retransmet tout ça. Donc c'est pour ça que vous voyez une caméra ici. On retransmet tout ça sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, sur les autres réseaux sociaux aussi. Mais sur YouTube, il y a les podcasts, il y a les vidéos. On fait des petites vidéos aussi qui marchent pas très bien, mais on essaye de faire des podcasts, des vidéos, de l'enregistrement des conférences. Donc si vous pouvez pas venir, c'est rediffusé un petit peu plus tard, etc. Et vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, que ce soit chinois via WeChat, mais aussi hors de Chine, hors les murs, on va dire, sur LinkedIn, sur qu'est-ce qu'on a, X et Instagram. On aimerait bien, mais on n'y arrive pas, c'est compliqué Instagram. Mais voilà, on est sur quelques réseaux sociaux, etc. Et voilà, on parle de l'histoire qu'il y a entre la France et la Chine. Donc il y a beaucoup de sujets. On ne doit pas être loin de combien de conférences maintenant au bout de 5 ans, je ne sais plus. On avait une trentaine, même plus, je crois, de podcasts. On doit être aussi à quelque chose comme ça. Enfin, il y a une infinité de sujets. On parlait depuis un moment de faire quelque chose avec Campus France, donc on y est arrivé. Ça rentre en plus parfaitement dans le sujet des alumni, on va dire, même si c'est des alumni qui datent un peu. Mais voilà, avec Philippe. Et donc on remercie aussi Philippe qui est un peu le cerveau derrière moi de temps en temps quand même. Il me recadre, il essaye de m'influencer, mais c'est mon grand maître. Donc je suis heureux, grand maître, que tu présentes aujourd'hui. Et tu es déjà intervenu sur Tintin, sur Prosper Giquel, et c'est la 3e fois. Qui est intervenu 3 fois ? Je te pose des calls. 2 fois. Jean-Yves, tu es intervenu combien de fois ? 2 fois ? 3 fois, je crois que c'est 3 fois. Voilà, 3 fois ex aequo, donc voilà, des gens de qualité. Mais bon, merci à tous d'être là. On va vous dire un petit peu plus tard, mais mettez dans vos agendas, le mois prochain, on va faire l'assemblée générale de l'association à la Villa Basset, donc chez Monsieur le Consul. C'est quand même Monsieur le Consul général, qui est quand même un endroit historique qu'on aime beaucoup. Et potentiellement, d'ailleurs, vous
vous savez qu'on a fait une recherche sur l'histoire de la ville à Bassée et le livre devrait peut-être sortir enfin l'actualisation du livre qui existait devrait en fin de travail actuellement et devrait pouvoir sortir d'ici la fin de l'année, nous a dit l'éditeur. On va voir si on y arrive, mais voilà, il y aura un événement de lancement aussi à ce moment-là. J'ai beaucoup parlé, je m'arrête et je passe la parole à Gauthier qui va introduire cette conférence. Merci. Merci. Donc, nous sommes réunis ce soir pour une conférence intitulée « Les Centraliens de Chine 1850-1950 » ou « Les ingénieurs français et la Chine en construction », titre que tu nous expliqueras un peu plus tard. Alors, avant de parler de Philippe Fournereau, une fois n'est pas coutume, je vais parler de moi un instant, parce que c'est la dernière conférence que j'anime. J'ai pris la succession de Michel Chapdelaine il y a 2 ans exactement, et j'ai eu grand plaisir à m'occuper de cette tâche assez riche, parfois occupante, mais il est temps pour moi du coup aussi de me consacrer à d'autres activités sans pour autant quitter la Société d'Histoire. Et donc je profite de cette brève introduction pour faire un appel à toutes les bonnes volontés. Nous avons besoin de volontaires pour faire exister la Société d'Histoire des Français de Chine. Nous sommes une petite dizaine de personnes qui animons quotidiennement, hebdomadairement, cette société. Et sans cette petite dizaine de bénévoles très engagés, en fait, la société ne pourrait rien proposer, tout simplement, ou ferait un événement tous les 3 mois, ou des événements bien moins riches en contenu et en fréquence. Voilà. Quoi de mieux qu'un centralien pour nous parler de l'école centrale, diminutif de l'école centrale des arts et manufactures. Un nom qui nous situe d'ailleurs tout de suite par les termes art et manufacture à l'époque de sa création, c'est-à-dire lors de la révolution industrielle. Philippe Fournereau est non seulement ingénieur centralien, ECP 88, pour ne pas le dire, mais il a une longue histoire avec la Chine et Shanghai. Il a en effet effectué son service national ici même à Shanghai, au poste d'attaché scientifique du Consulat général de France, poste qu'il a inauguré pendant 16 mois. Exact. Mais sachant que le... Non, je vais abréger un petit peu. Parce on ne parlera pas du billet de retour qui m'a jamais payé. S'il a alterné les postes entre la Chine et la France au fil de sa carrière, il est aussi féru d'histoire, de l'histoire de son école notamment, et c'est à ce titre qu'il intervient ce soir, puisque tu es à nouveau à Shanghai depuis 2013. Depuis 2020 en fait, 2020, enfin, en Chine 2013 et 2020 à Shanghai. Voilà. Il occupe actuellement, grâce à la Covid. Voilà. Et il occupe actuellement le poste de directeur financier chez Agatha. Exact. Voilà. La révolution industrielle a irrémédiablement changé la face du monde. Maintenant, nous avons des ingénieurs. En effet, la constitution d'un nouveau cadre d'emploi a été nécessitée par cette révolution industrielle qui appelait l'ouverture de nouveaux corps de métiers et dont la formation allait s'appuyer à la fois sur le rationalisme des Lumières et le positivisme scientifique du 19e siècle. Le métier d'ingénieur s'est développé avant même en fait, l'apparition d'écoles. Et les premiers ingénieurs sont des gens qui se forment au sein des lieux de production. Avant la Révolution, cependant, on voit une évolution déjà sous l'Ancien Régime avec la création de l'École des Arts et Métiers en 1780. C'est l'un des derniers actes de l'Ancien Régime. Puis la Révolution française va vraiment rénover l'enseignement avec en 1794 la création des 3 anciennes, des 3 vieilles écoles. L'IX, l'école polytechnique par Gaspard Monge, qui sera militarisée en 1804 par Napoléon Bonaparte. 1794, c'est aussi la création du Conservatoire national des arts et métiers par l'abbé Grégoire, celui qui a interdit les langues régionales en France. Et puis, c'est la création aussi de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Au début du XIXe siècle, ce besoin croissant d'experts et d'experts techniques en particulier va aussi donner lieu à des initiatives particulières, privées, comme c'est le cas pour l'école centrale, et tu nous l'expliqueras dans un instant. Paradoxalement, vous savez, la révolution industrielle a commencé au Royaume-Uni, et c'est en France qu'on a les premières écoles d'ingénieurs, en revanche. Puisque au Royaume-Uni, il faudra attendre 1840 pour qu'il y ait un véritable premier enseignement supérieur technologique et d'ingénierie, avec la première chaire et le premier diplôme d'ingénierie à l'université de Glasgow.
Les Américains auront été un peu plus rapides, puisque la première école d'ingénieurs américaine existe toujours. Elle a été fondée en 1817 et il s'agissait de West Point, un lien avec l'X. Voilà. Je te laisse la parole. Merci. C'est bien de. Alors, on va faire. C'est ça. Alors, pour ne pas polluer le groupe général, on vous met à disposition un code où vous pouvez mettre toutes vos photos et après on diffusera celles qui sont présentables. On vous donne 30 secondes pour le faire. Donc prenez des photos, n'hésitez pas. C'est un test. Le QCM à la fin. Non, c'est un test pour la Société d'Histoire. Oui, c'est la première. Oui. Le scan ne marche pas au fond. C'est bon. Alors, on va revenir en arrière. Alors, il y a une petite chose que je voudrais dire. Si vous avez regardé l'invitation, c'était les centraliens en Chine, 1850-1950. Et là, nous avons les centraliens de Chine. Et pourquoi ce titre? Parce que, en fait, dans les centraliens, il y a des centraliens qui sont venus en Chine et des centraliens chinois aussi qui sont partis faire leurs études à l'école centrale. Donc aujourd'hui, je ne parlerai que des centraliens qui soient chinois ou français ou autres d'ailleurs, italiens, etc., qui sont venus en Chine, mais il y en a d'autres qui ont fait leur carrière en France, notamment, je pense, à un qui a travaillé très longtemps chez EDF et que tu connais, je crois. Exactement. Donc voilà, les ingénieurs français et la Chine en construction. Donc on a parlé de la révolution industrielle et donc la Chine a été construite par les Chinois, bien entendu, mais aussi avec l'aide d'amis étrangers, enfin pas toujours amis d'ailleurs, qui soient britanniques, allemands, américains, je ne parlerai pas des japonais, ou français. Donc voilà, et c'était un petit jeu de mots avec ce célèbre magazine que les plus anciens d'entre nous ont peut-être parcouru il y a quelques années, parce que je ne crois pas qu'on le trouve maintenant. On parlera du personnage ici présent un peu plus loin. Ah, on ne voit pas le... Bon, ça ne marche pas. Alors, en fait, tu as tout dit. Art et manufacture. Donc, manufacture, on comprend, c'est les usines, même si on n'utilise plus beaucoup ce terme. Et art, alors ça prête à confusion quand on traduit en chinois, parce qu'on a plusieurs traductions du nom École centrale des arts et manufactures en chinois, alors suivant l'époque où on le traduit. Et donc, on a parfois le caractère I de Ishu dans le nom, mais aujourd'hui, il a complètement disparu, puisqu'on dit quoi? Ligong Tasue, c'est ça? Ok. Hop. Alors, la petite abeille, c'est le symbole de l'industrie, et donc, il se retrouvait en fait sur les boutons des uniformes, parce qu'à l'époque, on portait des uniformes dans les écoles. Et donc, cette abeille-là, c'était le symbole de l'école centrale au milieu, enfin, sur la deuxième partie du 19e siècle. Et à propos d'art, il faut quand même préciser qu'en chinois, dans Gong Yi, il y a aussi Gong. Oui, toi-même. Donc, une école, la première école privée, fondée en France. En fait, avant cette école-là, il y a eu au XVIIe siècle plusieurs écoles d'ingénieurs maritimes qui ont donné les premiers ingénieurs français, mais qui étaient donc au service de la Marine royale. Au XVIIIe, il y a eu la création d'une école ça doit être écrit ici, École des ingénieurs constructeurs de vaisseaux royaux en 1741. Et cette école est l'ancêtre de l'ENSTA,
si vous connaissez, voilà, le sud de Paris, vous êtes peut-être pas passé devant. Et d'ailleurs, j'ai un camarade de la promo 87 qui est prof à l'ENSTA actuellement. Ensuite, on a bien sûr les ponts et chaussées qu'on a cités, donc, qui formaient des ingénieurs pour l'État qui s'occupaient des routes, des canaux, etc. Donc créé en 1747. 1780, comme l'a dit Gauthier, on a les arts et métiers, donc qui étaient pour former surtout des techniciens, pas encore des ingénieurs à l'époque. En 1783, l'école des mines, une école qui n'est pas aussi bonne que l'école centrale, mais presque, qui en fait formait aussi des ingénieurs pour l'État. Puis 1794, l'école centrale des travaux publics, qui a changé son nom en 1795 en école polytechnique. Donc voilà, tout ça, c'est des écoles qui servent à créer, à former des ingénieurs pour l'État, dont, comme tu l'as précisé, militaires, donc dans la marine, et l'école polytechnique pour les officiers de l'armée. Donc on arrive en 1829, on a un industriel, Alphonse Lavallée, qui participe à des conférences scientifiques, et il rencontre trois personnes, donc Jean-Baptiste Dumas, qui a à peu près 30 ans, qui est chimiste, Théodore Olivier, d'ailleurs je me demande s'il n'y a pas deux L à Olivier, qui est un polytechnicien, et Eugène Péclet, qui est un normalien. Et Alphonse Lavallée leur propose un projet de créer donc une école d'ingénieurs civils pour seconder les propriétaires de l'industrie dans cette révolution industrielle naissante autour du charbon, de l'acier et de la vapeur. Donc 4 spécialités au départ, une trentaine d'élèves si je me souviens bien dans la première promo, donc des mécaniciens, des constructeurs, des métallurgistes et des chimistes, puisqu'on a Jean-Baptiste Dumas qui est assez actif au sein de l'école, et donc on ne pouvait pas ignorer la chimie. On aura ensuite, donc l'État se met un peu, soutient le projet, donc à l'époque c'est sous Louis-Philippe, et voilà, donc on a une circulaire du ministère de l'Agriculture et du Commerce à tous les préfets qui les invite à seconder le recrutement de l'école. Le monde centralien, c'est grand, mais bon. Il y a sur le page de titre, j'ai oublié de dire, on aurait pu dire le cercle centralien, donc c'est pour ça que j'ai mis 1850, 1950, on s'apercevra que les dates ne sont pas exactement celles-ci. Donc à l'origine, il y a un Central Paris, à Paris, au sein, vraiment dans Paris. Donc très vite, ils ont été dans ce qui est maintenant le musée Picasso, puis ils ont déménagé un peu plus tard. Et 2 déménagements plus tard, maintenant ils sont à Saclay. Donc on va essayer de faire... Non, ça ne veut pas le... Là ça marche, mais pas sur l'écran. Donc à Saclay, au sud de Paris, sur un pôle scientifique avec l'ex-université Paris-Sud, avec Agro, avec l'école normale, enfin un certain nombre d'écoles sont regroupées là. C'était aussi le site historique de Supélec, dont on parlera après. De Supélec viennent non seulement le site du plateau du Moulon, mais aussi les campus de Metz et Rennes. Et puis il y a 2 autres campus, un autre qui est à Reims pour les biotechnologies, qui a ouvert il y a 2 ans, je crois. Et puis il y a une construction sur le périphérique sud pour un nouveau campus destiné en fait à des masters peut-être étrangers, parce que c'est mieux d'être tout près de Paris que sur le plateau de Saclay. Donc Central Paris,
Centrale Lyon, créée en 1857 par la Chambre de commerce de Lyon, sur le modèle de Centrale Paris, au niveau éducation, pour servir au départ les industries de la région lyonnaise et peut-être jusqu'à Saint-Étienne, où maintenant les deux villes rivales ont chacune un campus de l'école Centrale Lyon. Lille est en fait créée en 1854 sous le nom, enfin pas tout de suite, mais sous le nom plus connu de Institut industriel du Nord, nom qui prend en 1872. Donc aujourd'hui, ils ont un campus à Lille. À ma connaissance, ils n'en ont pas d'autres. Nantes, alors, est beaucoup plus récente. Juste un mot, c'est l'ordre d'entrée d'apparition du nom central dans le nom. Donc on remarque que ce n'est pas forcément les dates de création. Donc Nantes est le résultat de la fusion de plusieurs écoles. Mais la plus ancienne, c'est l'Industrie Polytechnique de l'Ouest, créée en 1919. Et puis enfin, Marseille, qui est maintenant Centrale Méditerranée, avec 3 campus, Marseille, Toulon et Nice, avec l'École des ingénieurs de Marseille, qui a été créée en, je ne vais pas me tromper, non c'est bon, 1891. Et donc pour Supélec, c'est 1894 que l'école a été créée comme école d'application. Donc s'il y a des polytechniciens, ils connaissent bien le principe des écoles d'application. On fait une autre école d'abord, et puis après on complémente sa formation, donc en l'occurrence dans l'électricité, à l'époque 2 ans. Et on verra après qu'un certain nombre de centraliens en Chine ont aussi un diplôme de Supélec. Enfin, plus récemment, il y a sur le principe de l'école centrale et avec le support du groupe des écoles centrales. Donc, on a ouvert à Pékin une école centrale au sein du campus de Beirang. Donc, c'est une joint venture, disons ça. Donc quelques beaux spécimens alumni, France Alumni, voilà, sont ici. Ensuite, c'est Hyderabad. Donc là, c'est un principe un peu plus compliqué parce que, en fait, c'est vraiment une joint venture privée. Donc, c'est une école d'ingénieurs en Inde, créée en 2014, et puis Casablanca en 2015, qui est vraiment sur le modèle central et qui est ouvert en fait à toute l'Afrique francophone. Donc il y a beaucoup de coopération entre Casablanca et l'Afrique subsaharienne occidentale. Donc la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Pas de questions, on continue. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait 4 périodes, arbitrairement. Donc la première période, 1850-1890, ce sont les pionniers. Donc c'est les quelques centraliens qui sont arrivés, mais c'est aussi, en termes d'industrie en Chine, l'époque où il y a quelques tentatives et quelques comment dire, implantations d'industrie. Et alors, on va voir... Donc, cale sèche et usine à gaz. On va commencer par l'usine à gaz. Donc, Henri Pellegrin, de la promo 1862. Donc, ce n'est pas la première promo. Et on va voir. Donc, c'est un ingénieur natif j'ai un trou, enfin du Vaucluse, et qui a fait toute sa carrière à l'international. Donc il a commencé à Porto, ensuite il est venu à Shanghai, donc à peu près 5 ans. Ensuite il a créé et dirigé l'usine à gaz pour l'éclairage public. Puis il a été faire la même chose à Yokohama et Tokyo. Puis il a été en Espagne et enfin il est parti à Haïti. Dans un... Oui, c'est Haïti qui fait rire.
Donc à Haïti, où il est mort des fièvres, en fait, sur sa plantation. Donc voilà. Donc lui, son passage en Chine est à Shanghai. Alors c'est en fait une affaire de famille. Donc Pellegrin, en fait, il est par sa mère de la famille du maire de Valréas. Voilà. Et la famille Ménard était des filateurs, voilà, filateurs de soie, et donc avait des intérêts en Chine. Et le premier travail à Porto d'Henri Pellegrin semble avoir été recommandé par son oncle Charles Ménard. Ensuite, un autre oncle est installé à Shanghai. Il est le correspondant de ses cousins qui sont soyeux. Et Henri Pellegrin vient se joindre à eux. Et on va voir, en fait, probablement à cause de ce projet d'usine à gaz. Donc les Ménards de Shanghai, non seulement font du commerce de la soie, mais ils ont élargi leur scope pour vendre des articles de Paris et autres produits d'Europe en Chine. Juste un mot, ma source principale, c'est le fameux Mébon et Fredet, l'histoire de la concession française, qui est un document très riche avec plein d'informations étonnantes. Et on y trouve notamment l'histoire de cette usine à gaz. Donc, au sein du conseil municipal de Shanghai, il y avait un certain nombre de conseillers, dont Henri Ménard, qui se sont dit nos amis anglais font une usine à gaz, pourquoi on n'en ferait pas une, nous? D'autant plus qu'étant membres du conseil, ils ont rédigé le contrat, qu'ils ont confié à une société dont ils étaient actionnaires, qu'ils garantissaient un retour sur investissement de 8%, et en plus voulaient mettre dans le contrat une hypothèque sur les biens de la municipalité. Donc c'est un peu étrange, n'est-ce pas, conflit d'intérêts, on dirait aujourd'hui. Mais le contrat passe à une modification par le consul qui est l'annulation de l'hypothèque. Tout de même. Donc le contrat finalement est signé. Pellegrin arrive en 65. Il travaille donc chez son cousin, chez son oncle. Et en 65, donc, il commande les becs de gaz en Chine. Alors, entre-temps, donc, il a deux travails, pardon. Un comme adjoint de son oncle Henri Ménard et un comme chef des travaux et futur directeur de l'usine à gaz. Donc, quand son oncle part en France, à l'époque, c'était à peu près 6 mois, il remplace celui-ci donc dans son entreprise, voilà. Donc le consul quand même fait réviser le contrat, mais bon, les avantages sont toujours là pour les actionnaires. 67, on met en place donc des candélabres, donc avec un réseau à gaz. Et ça remplace en fait des lampes à l'huile, comme il y avait sous l'Ancien Régime en France. Voilà. Et donc en 67, mise en opération. Et en 92, malheureusement pour nos amis actionnaires, l'électricité arrive avec la compagnie du tramway, d'ailleurs, c'est la même compagnie. Et donc le gaz pour l'éclairage de ville devient un peu obsolète. Donc la municipalité française passe un accord avec le International Settlement pour la fourniture de gaz, ferme son usine à gaz et passe à l'éclairage électrique. Oui.
Alors, ça vient. Ça vient. Excellente question. Donc, un esprit de famille. On voit, là, c'est 1886, une publicité dans la revue des Deux Mondes. Donc, pour les meilleurs thés de Chine du monde. C'est quand même assez savoureux. Et dans un petit encart sur le côté, on lit « Notre cousin Henri Pellegrin, ingénieur, a construit l'usine à gaz de Shanghai, Chine ». Donc on voit bien. Et donc là, les deux extraits de l'annuaire de l'année 1870. Donc on voit que Pellegrin, Henri, est donc le directeur de la compagnie du gaz et est aussi l'adjoint de son oncle Henri Ménard dans sa trading. Voilà, pour répondre à Hugues. Voilà où est l'usine à gaz. Donc elle était sur le quai Confucius, donc c'était sur le Yangtze. Donc aujourd'hui c'est Yan'anlu, c'est écrit là. Si vous voulez savoir où c'est écrit là. Donc la rue de Saigon, rue du Guangxi, la rue Weikui, maintenant c'est la rue de Ningrai. La rue des Pères, c'est la rue Yongsholu. Donc ça, les cartes sont extraites du Mébon et Fredet. Et en fait, c'est une carte qui est à propos de l'incident, le fameux incident de la pagode de Ningpo. Voilà. Donc je vous ai retiré les endroits où étaient les tireurs, enfin, etc. Alors, je n'ai pas trouvé de photo ni de l'usine à gaz, ni des candélabres, etc. Donc je vous propose une photo de Yokohama, où on voit ici, donc là les candélabres, et qui ont été aussi importés de France, et je suppose qu'ils étaient plus ou moins du même modèle. Sans preuve. Mais bon. Juste un détail intéressant, Pellegrin a été appelé au Japon par Léonce Verny. Donc Léonce Verny, on va en reparler un peu plus bas, mais c'est un polytechnicien promo 1858 qui a travaillé comme ingénieur du génie maritime. Voilà. Le deuxième centralien, Amédée Sébillo, donc il est diplômé en 57, lui, 1857, donc avant l'ami Pellegrin. Suite à son diplôme, il travaille chez Ardon. Alors Ardon était une des entreprises qui travaillait sur le canal de Suez. Malheureusement, c'était un chantier trop gros pour eux, donc ils se sont fait sortir. Et donc Sébillo, après, s'est mis à son compte apparemment. Voilà. Ensuite, il vient pour l'arsenal de Fuzhou. Et puis après, il a une carrière d'ingénieur, d'inventeur, d'entrepreneur assez fantastique. Et on va en reparler un peu plus tard d'un de ses projets, puisque on a failli avoir une tour Soleil à Paris. Alors, on parlait de photos. J'ai deux photos en fait de lui. Donc là, c'est un agrandissement d'une photo qu'on verra un peu après, mais que l'intelligence artificielle n'a pas réussi à me reconstituer un visage digne de ce nom-là. Donc voilà, elle est très floue. L'autre photo, c'est la photo de l'annuaire de Centrale, où on le voit avec un chapeau rond, parce que bien sûr, il est breton. Et ça, il n'y a que les Bretons qui peuvent comprendre. Voilà. Il n'est pas breton. Hein? Il n'est pas breton. Pardon? Il n'est pas breton. Si, lui, il est breton. Il est natif des Côtes du Nord. Non, vous dites qu'il est originaire de Aubenas. L'autre, le premier, mais lui, Sébillo est breton, bien sûr. Un vrai. Hein? Il n'y a toujours pas eu de grand chinois. Ah oui, pardon. C'est pour ça. Ok. Ça fait partie des. Ok. Ça fait partie des fautes qui n'ont pas été corrigées. Donc en fait, c'est un des trois fils
du maire de Matignon, qui est à l'époque assez populaire parce que, en tant que médecin, il a combattu le choléra. Il y avait une forte épidémie de choléra dans la région. Et il a été plutôt efficace. Et donc, il se faisait élire assez facilement comme maire de Matignon. Un détail pour les recherches, ça a été plutôt difficile. Parce qu'en fait, il a un frère qui est ce qu'on appelait à l'époque un folkloriste, donc qui s'occupait du folklore breton en particulier, mais français et européen en général, dont on trouve le nom dans multiples documents. Et malheureusement, les articles sur Amédée Sébilliot sont une faible partie de l'ensemble des articles de l'époque qu'on trouve. Alors en plus, ce Paul Sébilliot a eu la mauvaise idée d'être l'adjoint du ministre des Travaux publics. Donc au départ, je croyais que c'était le même, mais non, c'est le folkloriste qui était le secrétaire, disons, et le gendre du ministre des Travaux publics. Voilà. Il y a quelques petits scandales aussi, mais j'en parlerai pas, parce qu'il n'était pas centralien. Et c'est en France. Et c'est en France. Voilà. Donc il passe son bac à Rennes, il intègre Centrale, il fait des études relativement bonnes et commence donc sa carrière chez Ardon, comme on l'a dit. Voilà. Ensuite, on va faire un petit retour parce que, comme le rappelait notre ami président, j'ai travaillé un peu sur le sujet de l'arsenal de Fuzhou ou de Maouai, donc on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Donc son séjour en Chine, il l'a fait sur ce site lors de la construction en fait, de l'arsenal de Maouai. Donc l'arsenal de Maouai, c'est un projet, comment dire, comment ça s'appelle, le mouvement de... Voilà, très bien. Donc, en fait, ce n'est pas le premier arsenal en Chine, parce qu'avant, Léonce Verny, dont on a parlé juste avant, avait été chargé par le commandement de la flotte d'Extrême-Orient de faire un arsenal à Ningpo, à l'époque donc, de la guerre contre les Taiping, enfin, la guerre civile, je ne sais pas comment vous l'appelez. Donc l'arsenal de Ningpo, réalisé par Léonce Verny, avait produit 4 canonnières. Et ces 4 canonnières n'étaient pas le premier bateau moderne, disons, avec propulsion à vapeur, puisque Zheng Guofan en avait commandé un sur le Yangtze quelques années avant. Donc Zhuo Zongtang, excusez mon accent, propose à 2 des militaires qui l'ont aidé lors des combats contre les Taiping dans le Zhejiang de l'aider pour construire cet arsenal. Donc, pourquoi se trouve-t-il à Fuzhou? Parce que Zhuo, en fait, est gouverneur à l'époque du Fujian et du Jiangxi, si je me souviens bien, avant d'être muté dans le nord-ouest pour aller mater une autre rébellion, celle des musulmans. Donc il quitte très vite la scène, même si il appuie le projet en sous-main et il nomme le directeur, en fait, qui est quelqu'un d'assez connu en Chine, le directeur de l'arsenal, qui est Shen Baozhen. Donc que vient faire Sébilliot? Il vient faire ça, en fait. Donc, le pointeur ne marche pas, donc je vais me mettre de ce côté. En fait, l'arsenal est le long de la rivière Min. Et donc, ce n'est pas un port en eau profonde où on peut faire une cale sèche avec des écluses, etc. Donc, l'idée, c'est de réaliser une cale sèche sur un type qui a été développé à Bordeaux
sur la Gironde. Donc, dans les bâtiments, il y a des machines à vapeur avec des treuils. Il y a des wagonnets qui descendent sur des rails sous l'eau et qui vont donc chercher les bateaux pour les remonter à sec sur l'endroit où on travaille. Donc ça, c'est une photo de Fuzhou. Auparavant, j'avais des photos de Bordeaux, de Rouen, mais j'ai trouvé finalement la photo de Fuzhou. Et donc, on voit les bateaux qui sont amarres, parce qu'en fait, les premiers bateaux à vapeur étaient à voile et à vapeur, si j'ose dire. Donc voilà, alors là-bas, si je ne me trompe pas, était un polytechnicien aussi. Le premier bateau qui a été construit, qui était disons, le navire amiral de la flotte chinoise, enfin en devenir, donc le Wan Yanqing, c'est un. Alors voilà. Le lancement de ce bateau est l'occasion d'un incident entre l'ingénieur en chef qui s'appelait Trasbo, encore un polytechnicien, et l'administration chinoise de l'Arsenal. Alors, M. Trasbo a été très vexé puisque les essais du bateau devaient être faits sous supervision de l'encadrement français de l'Arsenal. Et en fait, les marins chinois ont pris les choses en main sans autorisation de M. Trasbo et ont sorti le bateau pour faire un essai. Donc lui a demandé des excuses, non pas des gens qui ont fait ça, mais de Shen Baozhen. Donc Shen Baozhen, il faut savoir que c'est un mandarin qui sort de l'académie de Ranlin. Donc c'est quelqu'un de très haut placé dans l'administration chinoise. Mais ça, visiblement, les Français de l'époque, il ne faut pas les distinctions entre quelqu'un de très haut placé ou quelqu'un de l'administration intermédiaire. Donc il y a un incident. Jiquel, qui lui connaît bien le pays, essaye d'arranger les choses. Trasbo comment dire, ne veut rien entendre. Il se plaint aux autorités françaises. Le consul de France à Fuzhou, à l'époque, qui avait une dent contre Jiquel, trouve l'occasion belle. Donc, il y a un pataquès. Finalement, Trasbo est licencié avec une très très forte indemnité, car il a l'appui des autorités françaises. Et pour prendre sa suite, en fait, il y a plusieurs ingénieurs, dont Sébillo, qui prend provisoirement la tête des travaux. Ensuite, donc il quitte en 1870, une fois son contrat arrivé à son terme. Voilà. Donc je disais, c'est toujours pas le bon nom, si? Ok, autant pour moi. Donc je disais que c'était un inventeur en série, un entrepreneur en série, un inventeur prolixe, et j'écris là. Donc j'ai pisté au moins 60 brevets en France. J'en ai trouvé des brevets déposés aux États-Unis ou en Allemagne aussi. Alors ce qui est fantastique, c'est que c'est des brevets en chimie, en métallurgie, en mécanique, en électricité. C'est un inventeur tous azimuts, un centralien, quoi. Donc il y a quelques gros projets qui sont assez notables. Donc le chemin de fer à navire, donc ça consiste à mettre les bateaux sur des rails et les transporter jusqu'au prochain point d'eau. Donc il propose ça parce que, comme on sait, il y a eu à Panama un petit scandale et le chantier a été arrêté. Donc après, il a été repris par nos amis américains, n'est-ce pas? Et donc il propose de compléter le trajet, non pas en continuant de creuser le canal, parce qu'en fait, il y a des difficultés géologiques, mais en établissant un chemin de fer à navire. Il propose la même chose au Nicaragua, puisqu'il y a un projet concurrent à Panama, au Nicaragua. Et il propose ça en parallèle du canal du Midi pour pouvoir
accélérer la circulation. Et puis aussi en parallèle de la Seine, un projet nommé Paris-Port de Mer, donc qui était censé relier Le Havre à Paris par rail. Un autre projet assez amusant, c'est le courrier pneumatique urbain. Alors ce projet, en fait, s'inspire d'une invention anglaise, puisque apparemment à Londres, il y a eu déjà ce type de choses. Alors je ne sais pas si vous regardez des films des années 50, où on voit les tubes arriver avec de l'air comprimé dans les postes, et donc les messages sont transmis d'une poste à l'autre par des tubes et de l'air comprimé. Donc il avait proposé ça dans la deuxième moitié, enfin dans le dernier quart du 19e siècle. La Tour Soleil, on va en reparler. Il y avait aussi une liaison transatlantique multimodale rapide. Alors il y a eu 2 projets en fait. Il y en a un qui consistait de prendre le train jusqu'à Brest, de prendre un bateau jusqu'à je ne sais plus où, et après reprendre le train. Et donc ça devait raccourcir le voyage fortement. Le deuxième projet était plus ambitieux encore. Il consistait à relier donc l'Europe à l'Amérique du Sud en passant par le désert, donc une voie ferrée qui serait partie de l'Algérie vers le Niger, le fleuve Niger, et ensuite bifurquant vers Dakar pour prendre un transatlantique pour aller en Amérique du Sud. Ça, c'est un peu l'histoire de l'aéropostale, mais sur rail. Voilà. Et donc la Tour Soleil, il y a eu un documentaire sur Arte il n'y a pas très longtemps. Il est repassé sur Arte il n'y a pas très longtemps, mais je crois qu'il était sorti il y a 2 ans, je crois. Donc sur Eiffel et le projet concurrent. Donc on crédite souvent Bourdet, donc, qui était de la même promo que Sébillot, qui était un ingénieur assez reconnu puisqu'il avait travaillé sur l'ancien palais de Chaillot, qui n'existe plus. Sébillot, qui avait travaillé aux États-Unis, avait vu quelque part dans le Middle West une tour en fer, en acier, avec un éclairage en haut. Et donc il proposait pour l'exposition de 1889 de faire ça, donc à Paris, avec un éclairage qui aurait éclairé la nuit toute la ville. Plutôt que de mettre des lampadaires le long des rues, on aurait eu un point haut et on aurait éclairé toute la ville, ou presque. Mais donc il s'adresse à Bourdet, qui lui est architecte, qui aime bien les sculptures, etc. Donc il transforme son projet en une tour en pierre, avec des jolies sculptures, des jolies décorations. Dans le projet, en fait, il y avait un musée à l'intérieur de la tour, il y avait tout un tas de choses dans la tour. Et juste en haut, il y avait un peu de métal pour arriver aux 300 mètres. Alors pourquoi 300 mètres? Pourquoi la tour Eiffel fait 300 mètres? Parce que les Anglais, encore eux, avaient proposé un prix au premier qui réalisait une tour de 1000 pieds. Et donc 1000 pieds, 300 mètres, c'est à peu près la même chose. Et donc le projet était pour faire la nique aux Anglais. Ce qu'on a réussi, mais donc pas avec Sébillot et Bourdet, mais avec un autre centralien qui s'appelle Gustave Eiffel. Voilà. Voilà, donc Monsieur Eiffel, constructeur de la tour de 300 mètres, aurait eu un précurseur. Donc un Breton des Côtes du Nord, n'est-ce pas, nos amis bretons, Amédée Sébillot, etc., etc., etc. On peut noter aussi que quelques années plus tard, il proposait une tour de 500 mètres à Montmartre. J'active. Ça va. Donc, la photo que vous avez vue tout à l'heure, c'est en fait un agrandissement de celle-ci, parce que, outre la chimie, etc., il s'est intéressé aussi aux hélicoptères. Donc là, à propulsion humaine. Apparemment, il a réussi à décoller de 20 cm, mais c'est tout. Il faut des bons mollets. Hein.
un autre truc que j'ai trouvé intéressant, c'est une voiture électrique. Alors c'est un peu amusant parce qu'en fait, il met un moteur, donc je ne sais pas, à essence peut-être à l'époque, voilà, pour produire de l'électricité pour faire avancer le véhicule. Donc c'est un peu hybride, enfin très hybride, mais voilà. Hein? Ouais. Il y a un moteur qui fait de l'électricité et qui, bah voilà, bah c'est CBio qui a déposé un brevet. Alors deuxième époque, les chemins de fer. Alors on a vu les pionniers, oui. Oh, ça va, on a le temps. Alors c'est des aventures franco-belges. Alors pourquoi franco-belges? Parce que bien sûr, la France a mis un faux nez pour remporter un contrat de l'axe principal nord-sud de chemin de fer, donc qui partait de Pékin et qui allait jusqu'à Rennes-Caux. Donc les Français se sont entendus avec les Belges pour battre les Allemands et les Anglais, ce qui au passage faisait plaisir au gouvernement chinois parce qu'ils avaient des pressions des Anglais, des Allemands et des Français pour obtenir ce chantier, et donc ils ont décidé d'aller avec les Belges. Voilà. Li Rongchang a dû changer d'avis puisque au départ, il ne voulait pas que nos amis étrangers construisent des chemins de fer en Chine. Il voulait que ce soit des projets nationaux. Donc après, il a dû changer d'avis. Voilà. Alors pourquoi a-t-il changé d'avis? Parce qu'il y a eu quelques guerres entre-temps, et qu'on connaît la fameuse caricature du gâteau qui est partagé par le Kaiser, Marianne, John Bull, etc. Donc suite à la guerre sino-française ou franco-chinoise, en fait la France s'est vue attribuer une zone d'influence, donc on voit, qui était le Yunnan, le Guangxi et Hainan. Donc dans cette zone-là, les entreprises françaises avaient priorité pour faire des offres sur les projets d'infrastructure, notamment les chemins de fer. C'était stipulé texto dans le traité. Et le chemin de fer, en fait, voulait dire aussi toutes les mines qui étaient dans une limite de quelques dizaines de kilomètres des deux côtés de la ligne, et notamment les mines de charbon, puisqu'il fallait du charbon pour faire avancer les locomotives. Donc voilà. À l'occasion d'ailleurs de la guerre, on a eu, s'il y a quelqu'un de Bérail ici, on a eu la cession de Guangzhou One à la France, qui était en fait gouvernée sous les autorités de l'Indochine, du gouverneur d'Indochine. Alors, notre ami Paul Doumer. Donc, les missionnaires, donc, avant de construire les lignes, il fallait bien aller étudier un peu, tâter le terrain pour savoir s'il y avait de l'argent à faire. Donc, Paul Doumer, qui était à l'époque gouverneur de l'Indochine, a décidé d'envoyer sa mission. Et comme c'est lui qui l'envoyait, le rapport disait exactement ce qu'il voulait. C'est-à-dire que la ligne du Yunnan était très rentable, il y avait plein de richesses au Yunnan, et c'était un très bon projet. Ensuite, le Crédit Lyonnais, il fallait financer, donc les banques ont été sollicitées. Donc le Crédit Lyonnais a envoyé plusieurs missions en fait en Chine, dont une au Yunnan, qui a constaté que la réalité que eux constataient n'était pas tout à fait celle qui était dans le rapport commandé par Paul Doumer, ce qui a donné l'occasion aux banques de renégocier les conditions du contrat de chemin de fer du Yunnan. Il y avait donc une mission plus au nord avec plusieurs centraliens, dont on voit les noms là, donc qui étaient plus ou moins sur le Pékin-Hankou, le Luran. Alors pourquoi Luran? Parce qu'au départ, il ne devait pas partir de Pékin, mais de Luguoqiao, donc le pont Marco Polo.
Et donc, et ça, et le chemin de fer du Shanxi, donc transversal au Louran. Et donc, ils ont été voir aussi l'aciérie de Ranyang, construite par Cockerill, donc nos amis belges, qui était la première aciérie en Chine, et qui se trouvait à Ranyang, donc à côté de Ranco, de l'autre côté de la rivière, je ne sais plus son nom. Parce que le gouverneur, en fait, c'est une affaire un peu amusante. Le gouverneur était au Guangdong, et donc il avait contacté Cockerill pour faire une aciérie au Guangdong. Et il a été muté à Roubaix, donc finalement l'aciérie s'est faite là. Voilà. Alors cette aciérie, en fait, produira un peu d'acier pour faire des traverses, en fait, pour le Pékin-Ranco. Mais l'essentiel a été importé. On reparle de Sun Yat-sen, juste, voilà, Sun Yat-sen, qui était un passionné de train, nous explique que le transport ferroviaire est la mère des industries et donc de la richesse du pays. Il s'est consacré en fait plusieurs années à un projet de réseau ferré totalement fantastique qui couvrait toute la Chine, mais en fait il n'est pas sorti grand-chose de son projet. Voilà. Alors, j'ai pris, il y a beaucoup d'ingénieurs centraliens qui ont travaillé sur les chemins de fer. Donc j'ai pris deux exemples que je connais bien, parce que j'ai recherché sur ces deux hommes, et qu'il y a une documentation en fait qui est disponible, ce qui n'est pas le cas pour tous les ingénieurs qui ont travaillé. Donc Georges Bouillard donc il est diplômé en 1884. Il travaille à la sortie au chemin de fer du Nord. Et donc, quand le projet est lancé, on cherche des ingénieurs, non seulement pour construire, mais aussi pour exploiter en fait, la petite partie qui avait déjà été construite par les Chinois avec l'aide de l'ingénieur anglais Claude Kinder, qui lui avait œuvré sur la ligne au nord, au nord-est de Pékin. La ligne qui va être prolongée après jusqu'à Shanhaiguan. Non, bon, voilà, c'est pas grave. Donc, lui, en fait, Bouillard, travaille à l'exploitation des réseaux. Donc, il est engagé pour s'occuper de l'exploitation des morceaux qui sont déjà construits et au fur et à mesure, donc il étend son domaine. Voilà. Donc ça part du pont Marco Polo, donc au sud-ouest de Pékin, et ça avance jusqu'à Baoding à peu près, quand les Boxers lancent leur grande rébellion. Et une chose qui ne leur plaît pas aux Boxers, en dehors des chrétiens, c'est les chemins de fer. Donc ils vont piller les gares, les dépôts, et démonter ou saboter les voies, donc notamment celle du Pékin-Ranco. Lors de cet épisode, en fait, je sais, peut-être j'en parle un peu plus tard. Ouais, je vais en parler plus tard. Voilà. Donc 1904, inauguration du Pékin-Ranco. C'est une ligne en fait qui est très rentable parce que ça parcourt les provinces qui produisent des céréales notamment, et donc qui sortent toutes ces céréales via le port de Ranco. Et Ranco étant sur le Yangtze est en fait un port quasiment de mer, et donc on peut le faire descendre le Yangtze. Et donc l'essentiel de l'argent qui est fait sur cette ligne est fait par le transport de marchandises en fait. 1909, donc il y a une clause de nationalisation, enfin de rachat par l'État chinois, qui est exercée, puisqu'ils ont vu que c'était rentable. Alors évidemment, comme toujours dans ces cas-là,
tout ce qui est maintenance, etc. On fait des économies avant de rétrocéder, puisqu'on le sait avant qu'on va rétrocéder. Et donc, il y aura des travaux à faire après. Bouillard reste en Chine. Il est toujours directeur du trafic donc sur la ligne puis conseiller de la direction. Pendant la guerre, donc, il reste en Chine, lui, parce qu'il est plus âgé que son condisciple dont on va voir les exploits après. Mais par contre, il est expert auprès de la délégation chinoise au traité de Versailles. Alors, expert ferroviaire, ce qui n'amènera pas grand-chose, puisque on sait que les Japonais s'empareront de la ligne qui va de Qingdao à Tainan. Et puis, après la guerre, il devient sinologue et le ministère des Communications lui confie le dessin de cartes qui doivent suivre le tracé donc, de la ligne de chemin de fer Pékin-Rinko. Puis quand il a fini, on lui confie aussi le Pékin-Mukden, donc Shenyang. Et puis il est membre correspondant de l'école française d'Extrême-Orient et publie plusieurs articles. Rinko, c'est Wuhan, c'est ça ? Rinko, c'est une des 3 parties de Wuhan. Donc celle qui est au nord-est. Donc Ranyang, c'est de l'autre côté de la rivière, dont je ne me souviens plus du nom, donc au nord-ouest, et Wuchang au sud. Donc les 3 villes sont réunies sous le nom de Wuhan, donc Rinko, Ranyang et Wuchang. Donc ça, on en a parlé un peu. Donc la France s'entend avec la Belgique. Voilà. Alors la chose amusante, c'est que le contrat de financement prévoyait un financement par Bruxelles et Paris, mais en fait, Paris, la Bourse de Paris fournit l'essentiel du financement. Ce qui n'est pas sans conséquence ensuite sur les relations entre les Français et les Belges. Une autre clause était que sur certains marchés, en fait, les fournitures devaient venir à 50-50 de Belgique et de France. Et comme le chef c'est Jean Jadot, donc un Belge, il s'arrange pour que les Belges aient une part un peu plus grosse que 50%. Et au passage, il fait profiter ses cousins qui ont une aciérie. Il profite aussi pour placer un de ses neveux dans l'administration. Jean Jadot, en fait, est choisi parce qu'il a travaillé pour Empin sur un projet de tramway au Caire. Donc, il a l'expérience internationale. Et alors, vous me direz, le train Pékin-Rinko, ce n'est pas un tramway au Caire. Certes, mais voilà. Faut savoir que la Belgique, à l'époque, est un des pays les plus industrialisés d'Europe et donc du monde. Et grâce aux mines, notamment en Wallonie, avec le charbon et le fer, comme en Lorraine pour la France. Pour les ingénieurs, il y a beaucoup plus de centraliens que d'ingénieurs belges. Alors, une petite photo, ça c'est suite à la guerre des Boxers. Donc, on voit ici Bouillard, donc, avec sa belle barbe, et on voit là Paul Pelliot. Alors, Paul Pelliot, que vous connaissez probablement, qui est un sinologue, professeur au Collège de France, directeur de la revue Dongbao, c'est ça ? Dongbao, pardon. Pardon, ma prononciation n'est pas bonne. Et donc, en fait, Pelliot était un peu une tête brûlée, et notamment, il est sorti plusieurs fois de délégation, et une des premières fois, c'est pour aller chercher les employés du chemin de fer qui étaient plus ou moins coincés par l'attaque des Boxers sur leur dépôt. Et en fait, il les rencontre avant d'arriver au dépôt parce que les Français sont partis.
comme je vois que le temps avance, on va avancer nous aussi. Donc on a déjà parlé. 1911, intéressant. La révolution de 1911 démarre à Wuchang par l'explosion d'une bombe qui n'aurait pas dû exploser. À l'époque, donc l'armée du Beiyang, qui est l'armée la plus moderne de Chine, descend depuis Pékin par le chemin de fer pour mater la rébellion. Il y a quelques combats, mais pas très convaincants. Et le chef, étant Yuan Shikai, finit par négocier avec les révolutionnaires et le gouvernement impérial. Et il finit par décider, le gouvernement impérial, d'aller plier bagages. Et donc, il donne plus ou moins la victoire à la République. On passera sur Yuan Shikai. Il y a plein de choses à dire sur Yuan Shikai, très intéressant comme sujet. Il n'est pas centralien. Mais il est central. Des cartes, donc c'est des cartes faites à la main par notre ami Bouillard. Donc là, ici, c'est une carte, donc c'est le long du chemin de fer, on voit. Et il a fait aussi des cartes des environs de Pékin, puisque en fait, il a rédigé un guide des environs de Pékin, un guide touristique, qui était assez connu à l'époque. Et j'ai eu l'occasion de le feuilleter. Il y a 14 tomes, dont un qui n'est jamais paru, je crois, quelque chose comme ça, qui ont été publiés par Narbor, voilà, à Pékin. Voilà quelques-unes de ses œuvres. Donc, moi, ce que j'aime bien, est-ce que c'est dedans? Voilà, Les grands vins de France, Bordelais, Bourgogne, Champagne, 1924. L'autre qui est intéressante aussi, c'est l'essai sur la romanisation unique des sons de la langue chinoise. Alors, c'est absolument fantastique parce qu'il invente un système qui est utilisé que par lui. donc quand on lit certains de ses textes, il faut déchiffrer, quoi. Voilà. Une étude scientifique, au passage, sur la longitude et la latitude de Pékin. Voilà. Donc les chemins de fer, donc là on voit un peu la carte du réseau, je ne me rappelle plus la date par contre. Je m'aperçois qu'on ne la voit pas très bien, la carte. Et donc, on va revenir en arrière, tiens. Parce que la carte là, je me suis... Voilà. Donc en bleu foncé, c'est le tracé de la ligne. En bleu clair, en bas, c'est le Yangtze. Et en jaune, c'est le... Bravo. Vous êtes fantastique. Donc c'est vraiment la traversée de la grande plaine du nord de la Chine jusqu'au Yangtze, avec le fleuve jaune comme obstacle principal et un pont absolument fantastique qui résiste aux crues. Voilà, je continue avec notre deuxième. Alors lui, c'est lui qui m'a amené à l'histoire des centraliens en Chine. Alors pour l'anecdote, en fait, j'allais dire en 1900. En 2009, j'étais à Pékin et je me suis dit, c'est le 100e anniversaire, on va regarder s'il n'y avait pas un centralien qui travaillait sur le chemin de fer du Yunnan. Et j'en ai trouvé un, donc il s'appelait Joseph Charignon. Puis j'ai gratté un peu, et puis mon ami Vladimir m'a mis en contact avec un de ses descendants, qui lui-même m'a mis en contact avec l'oncle de la famille qui est passionné de généalogie, et c'est comme ça que j'ai pu creuser un peu la vie de Joseph Charignon. Alors une des choses qui est assez difficile, c'est de vérifier les sources en fait là-dedans. Parce qu'au fur et à mesure que j'avançais, en fait, il y a des choses qui s'annoncent fausses. Je vais vite sur le chemin de fer. En 1906, après avoir travaillé sur les chemins de fer, il s'installe à Shanghai. Il se marie avec la fille du prof de maths et directeur des écoles de l'arsenal de Fuzhou, donc tout se tient.
Et il travaille avec Fernand Kessial, dont on va parler plus tard, rapidement. Voilà. Et en 1906, il part à Yantai, à Chefou, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. Et en fait, on trouve la trace de séjour dans les bulletins de l'École française d'Extrême-Orient. Il travaille aussi donc, sur un projet chinois de ligne entre Xiamen et Guangzhou. Donc, voilà, alors j'ai oublié de faire ça. Voilà, voilà. Ok, on continue. Voilà, un autre. Et voilà, un autre. Donc, c'est un des premiers à acquérir, si ce n'est le premier européen ou étranger, à acquérir la nationalité chinoise. Alors, la loi de naturalisation est passée en 1909. Et donc, lui prend la nationalité chinoise parce qu'à l'époque, il travaille en fait au ministère des Postes, qui deviendra le ministère des Communications. Et donc, il trouve ça bien de prendre la nationalité chinoise pour travailler pour un ministère chinois. Sa femme était chinoise? Alors, sa femme, non, était métisse en fait. Elle était, le père était français, donc prof de maths à Fuzhou, et sa mère chinoise. Certains disent mandchou, mais je n'ai pas pu vérifier. Arrive la guerre. Là, il se rend à Hanoï, il s'engage. Et tous les centraliens à l'époque faisaient une formation d'artilleur. Donc, il est engagé comme artilleur. Il va d'abord en France, puis apparemment aux Dardanelles. Alors, le dossier militaire n'a pas de trace de son passage aux Dardanelles, mais il y a des signes dans la correspondance qui font penser que c'est le cas. Il finit sa guerre. Après, en 19, en Sibérie. Alors, je pourrais en parler après. Je ne parlerai pas de l'expédition en Sibérie. Voilà. Il faut savoir, donc, l'école centrale, grâce à tous ces artilleurs, a été citée à l'ordre de l'armée. Supélec aussi. Alors, le grand œuvre, après la guerre, le grand œuvre de Charignon, c'est le commentaire du livre de Marco Polo. Donc, c'est comme ça qu'il est appelé. Où il fait une recherche sur toute la géographie en fait, qui est dedans, et il essaye d'identifier les sites qui sont cités. Alors, non seulement en Chine, mais aussi en Perse, en Asie centrale, etc. Donc, c'est un très gros travail qui est plus ou moins apprécié par les spécialistes. Donc il fait ça depuis Pékin, il travaille avec des lettrés chinois, enfin des universitaires, dirions-nous aujourd'hui. Donc pour la partie chinoise, c'est peut-être assez bon. Pour le Moyen-Orient ou l'Asie centrale, c'est plus difficile. Une fois qu'il a fini ça et que c'est publié chez Narbor, il s'attaque à un autre, alors je conseille la lecture d'ailleurs, aux pérégrinations de Mendes Pinto, de Fernand Mendes Pinto, il n'y a personne qui parle portugais, qui est un récit d'un marin portugais, donc à moitié commerçant, à moitié pirate, enfin qui écume les mers entre l'Inde et le Japon avant de rentrer au Portugal. Donc quelques centraliens qui ont travaillé sur les chemins de fer. Il n'y a pas tous, il m'en manque certainement, notamment beaucoup de Chinois. Bon, on ne va pas se... Voilà. Troisième époque, les concessions. Donc concession, Shanghai, fondée en 1949, rétrocédée suivant les annales en 1943 par Vichy ou en 1946 par le gouvernement de la Libération. Tianjin 61, pareil, et Rinco jusqu'en 1943. Apparemment, Rinco n'a pas été rétrocédé 2 fois. Je vais passer un peu vite là-dessus. Cholo est en fait un art et métier qui a travaillé sur le port de Port-Arthur.
et qui est le père en fait d'un centralien qu'on va retrouver plus tard. C'est lui qui a fait en fait le bâtiment, l'hôtel du consulat de France, donc rue du Consulat. Alors, quelques ingénieurs des concessions. Donc, on a juste un commentaire. EIM, c'est l'école des ingénieurs de Marseille, donc ce qui est maintenant Centrale Méditerranée. ECL, c'est l'école centrale Lyon. Et puis, quand il y a juste une année, ce sont les centraliens. J'ai découvert Armand Jacquet, en fait, très récemment, qui était ingénieur de la Poste française à Pékin. Donc, ce n'est pas tout à fait une concession, mais il était dans la négation. Voilà, Henri Mess est ici, au mariage de sa fille à Tientsin. Kessial, donc comme beaucoup de centraliens, il arrive pour travailler sur les chemins de fer, puis il change de métier, donc il est d'abord ingénieur dans la grande trading française, qui est donc Racine. Et puis il fonde sa propre société donc, d'ingénierie et de commerce, et surtout d'ingénierie, et donc il emploie d'autres centraliens, dont Fiquet, Maisonneuve. Donc Fiquet, on le retrouvera, Félix Fiquet, on le retrouvera un peu plus bas. Puis il rentre en France en 14, en 17 on le retrouve à Pékin, et puis après il rentre définitivement en France. Son fils, si je ne m'abuse, est Supélec. Donc on continue avec les enseignants. Donc on a vu les ingénieurs des concessions, enfin des municipalités. Alors le premier dont on va parler, c'est Eugène Deschamps, donc qui est dans la deuxième époque, dans la première époque, parce qu'il y a deux époques à l'arsenal de Fougeot. Première époque avant le bombardement par la flotte française. Donc Eugène Deschamps est prof de maths et directeur des écoles de l'Arsenal. Non, alors c'est Médard. C'est Médard, mais Léon Médard, qui est resté beaucoup plus longtemps, en fait, n'est pas centralien. Il est juste prof de maths et directeur à la suite de Deschamps. À Pékin, on va voir un peu plus tard l'histoire de France de Joseph Charignon. Pourquoi j'ai mis Tsinghuang? Ah oui, parce qu'il y a un chinois, mais on aurait dû supprimer ça. Pardon. Tientsin, donc la grande école, les hautes études commerciales, enfin industrielles et commerciales, qui en fait avait une section ingénierie et une section commerciale. Donc côté ingénierie, on retrouve au moins 3 centraliens. Donc Henri Mess, Robert David, qui sont promo 1902-1921. En 1921A, pourquoi il y a des ABC? Parce qu'en fait, il y a tous ceux qui étaient rentrés avant ou pendant ou juste au début de la guerre, qui en fait ont fini leurs études après. Et donc les promotions étaient trop grandes, et donc elles étaient découpées en plusieurs groupes, et donc les cours se faisaient par groupe. Et puis donc Do Yichang en fait, donc est un des premiers Chinois à venir faire ses études d'ingénieur en France. Voilà le fameux cours rédigé en français. Donc il donnait des cours à l'université de Pékin, comme on peut le voir en haut, en français, puisque le manuel était en français. Alors on continue. Là on rentre dans un domaine où je ne voudrais pas m'avancer parce qu'il y a une spécialiste dans la salle. Donc on retrouve Félix Fiquet, là, qui était professeur. Alors quand il y a une étoile, les dates sont attestées, mais elles peuvent avoir commencé avant ou après, en fait. Donc il y a tout un tas d'ingénieurs qui font des maths ou de l'ingénierie. On a aussi Oreste Bersani qui enseigne le droit. Alors lui, il était employé à la compagnie des tramways, et donc voilà, c'est un spécialiste du droit. Donc, voilà. Et Pierre Cholot, qui est donc le fils
de l'ingénieur qu'on a vu, Jules-Joseph Cholot, qui a construit l'hôtel du consulat. Encore d'autres. Si tu peux préciser, ceux qui sont restés le plus longtemps, c'est marqué SJ, ça veut dire jésuite. Exactement. Missionnaire. Exactement. J'ai trouvé la trace aussi de tout un tas de gens en 1939 de Supélec. Donc je vous les mets comme ça. Il y a beaucoup en fait de Chinois qui ont été faire leurs études à Supélec dans les années 20. L'Institut technique franco-chinois, Marcel Verdier. Alors c'est un cas très intéressant, mais j'ai choisi de ne pas en parler. Voilà. Géo, on va en reparler. Et puis le petit dernier, qui était prof à Tiaota. Donc un jour, peut-être qu'on se penchera sur son cas, en commun. Et qui a été ingénieur et diplomate. Donc Louis Bosquillon de Genlis, qui a été prof à l'Aurore, mais il était aussi l'ingénieur architecte des bâtiments de l'université et de l'hôpital Sainte-Marie. Donc là, quelques exemples de bâtiments qu'il a construits, dont l'église Saint-Pierre. Et alors, il est dit, alors je ne sais pas si c'est ici, mais il est dit qu'il n'était pas très doué pour l'architecture, mais ces bâtiments étaient fonctionnels. Enfin, c'est pas dit comme ça c'est le terme moderne, mais c'est ça. Donc, c'était pas toujours très esthétique, mais ça servait de l'usage. Il est mort en Chine d'un cancer avant la guerre. Alors, ça, c'est mon chouchou, en fait. Je l'ai découvert en lisant Maurice de Cobra. Donc, à un moment, dans ce Confucius en pull vert, en fait, Maurice de Cobra dit j'ai dîné avec le maire de Ranzhou, un diplômé de notre bonne école centrale. Voilà. Et donc, je me suis dit, Gualbert Géo, c'est qui ça? C'est un maire de Ranzhou, ça doit être un Chinois, mais Géo. Alors, il n'y a pas d'accent, en fait, souvent, donc je ne savais pas trop quoi en venir. Et puis, j'ai fini par trouver son nom chinois. Et là, j'ai trouvé des détails. Donc, il naît à Ningpo, donc c'est un vrai Shanghaïen. Oui, parce qu'il y a les Shanghaïens de Ningpo et les autres. C'est ce qu'on dit. Mais c'est écrit à plusieurs endroits, mais c'est peut-être très très éloigné. En fait, ses parents adhèrent à la Tongmanrui au Japon, en fait, son père. Et alors son grand-père est un des grands banquiers de Ningpo à Shanghai, et donc il finance Sun Yat-sen. D'où son lien avec le Kuomintang ensuite. Et on verra dans sa carrière, ça influe beaucoup. En 21, il y a un petit article dans l'Humanité, passionnant. Donc il y a une manifestation des étudiants chinois contre un emprunt qui doit être contracté par le gouvernement de Pékin auprès du gouvernement français. Et donc les étudiants, avec des conditions d'hypothèque, en fait, ils hypothéqueraient les lignes de chemin de fer, etc. Donc les étudiants nationalistes chinois qui sont en Europe protestent, et on retrouve dans cette séance un fameux Zhou Enlai, par exemple. Ensuite, il revient en Chine, il est entrepreneur général, c'est-à-dire de travaux publics, voilà, à Shanghai. Ensuite, il part sur les chemins de fer, encore un. Puis, il quitte les chemins de fer après l'expédition du Nord pour aller faire du trading à Mukden, donc à Shenyang. Puis, il est recruté par son cousin, donc Chiang Kai-shek, pour être le directeur des travaux de la municipalité de Nankin, qui est donc la capitale à l'époque. Et là, il y a son coup de maître, puisque Chiang Kai-shek, lui, commissionne la villa qu'il offre en cadeau à Song Mei-ling, qui est donc juste derrière le tombeau de Sun Yat-sen, avec un coup de génie qui est cet écrin
qui en automne, avec des arbres qui en automne est impressionnant, parce que la photo ne rend pas bien là, mais les arbres ont une couleur différente, donc vert, jaune, un beau contraste. Et voilà, donc il fait les plans, il préside au départ de la construction, et puis pour le récompenser, je pense, il est nommé maire de Rancho. Là, il fait son boulot d'ingénieur en fait en tant que maire de Rancho. Il réhabilite le lac de l'Ouest, il met en place des infrastructures, etc. Ensuite, une fois qu'il a fini avec son mandat à Rancho, il revient à Nankin pour s'occuper du bassin du Yangtze, parce qu'en fait, il y a des inondations encore assez catastrophiques à l'époque. Puis il démissionne, il rentre à Shanghai et se relance dans les affaires. Et notamment en 1936, il rachète une filature à Ouru. Et malheureusement, en 1937, les Japonais lui confisquent. Donc en 1937, il part à l'exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne à Paris. Donc les arts déco. Il fait le tour du monde à l'occasion. Il a une vie sociale assez importante. Il est dans l'association amicale sino-française. Il est membre du comité d'examen de l'Institut technique franco-chinois. En fait, c'est un des moteurs de l'amitié franco-chinoise à Shanghai. Suite à l'encerclement de Shanghai, donc, on a ce qu'on appelle le Isolated Island. Donc, en fait, les concessions sont tirées par les troupes japonaises qui ensuite prennent l'International Settlement. Et en fait, en tant que président de l'amicale franco-chinoise, il a une troupe de théâtre qui sert de façade à des résistants communistes. Donc on trouve son nom cité dans la littérature abordable. 5 minutes, ok. Je passe. Voilà, Paul Pelliot, de passage en 1935. Donc on l'a vu en 1900, on le trouve en 1935. Donc c'est Christophe qui m'a passé la photo. Et donc on retrouve Giorgio Yo avec son épouse Marguerite et je suppose sa petite fille là, qui a fait un beau mariage à Shanghai. Je ne vous en parlerai pas. Donc, suite à l'invasion japonaise, les concessions sont rétrocédées. Les fonctionnaires dont on a vu les noms sont soit mis provisoirement au service des municipalités chinoises collaborationnistes ou réexpédiés en Indochine, quand ils peuvent. Voilà. Ensuite vient la fin de la guerre, donc il y a encore beaucoup de gens qui partent, d'étrangers qui partent, notamment vers les États-Unis, l'Amérique du Nord. Et puis des ingénieurs chinois qui passent de l'autre côté du détroit. Et puis en 1951, les jésuites sont expulsés. Mais il en reste un. 5 minutes 2 minutes. Donc lui, il est diplômé en 1941 en France. Il est coincé en France. Et après la guerre, donc, il revient en Chine et il exerce dans des universités chinoises. Donc on voit là. Voilà. Et en fait, il devient le spécialiste chinois de la mitraillette. Et donc, en 1983, il est élu à l'Assemblée nationale du peuple. Et en 1985, il est accepté au sein du Parti communiste chinois. Alors, vous reconnaîtrez peut-être la photo de droite. Non, je vois que non. Voilà. En fait, le professeur Hu fait le pont entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, qui est représentée donc par notre ami Bertrand, qui est revenu au début des années 80 en Chine, donc qui était un des premiers Français d'ailleurs à l'époque. Il y a Vincent Travien qui est arrivé avant moi. Ah oui. C'est Roland Trottignon. Voilà. Donc 5-6 promos avant moi, je pense. ok.
Et à la même époque, en fait, le gouvernement chinois fait un test. Il envoie des élèves au lycée du Parc qui passent les concours et dont certains entrent à Centrale, dont un qui est maintenant en retraite à Shanghai. OK. Les présidents du groupe Chine, donc il y en a deux avant-guerre. Donc Georges Bouillard de 10 à sa mort en 1930. Et Georges Guéraud, donc, qui était prof à l'Aurore et qui était aussi le procureur, si j'en crois Bertrand Benoît, pardon, de la Compagnie de Jésus à Shanghai. Donc on a... Alors je t'ai mis président par intérim, c'est lui qui faisait, c'est Vladimir qui faisait office de président, donc 2000-2002. On a eu Dominique de Boissaison qui était le patron d'Alcatel, donc qui était une grosse boîte à l'époque. Personne ne s'en souvient. Mais... Alain Lejeune qui travaillait avec Dominique, qui était aussi d'Alcatel. Bertrand, celui-là je ne le connais pas, Philippe Fournereau. Yvan qui est encore en Chine. Et depuis 2015, on a Pi Xiuping. Voilà. Alors je voudrais quand même dédier cette présentation à Jean-Louis Borne, qui était un homme exceptionnel, et c'est par sa faute que vous avez cette présentation ce soir. Juste au passage, il y a deux étudiantes chinoises qui... alors Wen a passé sa thèse, donc prochainement, on attend son livre qui sera publié sur les ingénieurs français en Chine jusqu'en 1911, je crois. Et Shudan qui travaille sur Bouillard, donc elle devrait passer sa thèse prochainement. Fabienne Joly, sans qui j'aurais rien pu faire, parce que c'est l'archiviste de l'école centrale. Quelques camarades qui m'ont aidé, et puis Gilles Boyer, qui est prof de linguistique à l'université Bordeaux-Montaigne, qui était un camarade à Centrale. Voilà. Bravo. J'ai fait plus long ou plus court que Hugues? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Bien, merci beaucoup. Nous n'allons pas prendre de questions après la conférence parce qu'on va trinquer puis prendre les questions. Ce sera mieux, je pense, pour tous. Quelques annonces rapidement pour terminer, donc pas de questions. Voilà, à noter dans vos agendas. Comme il a été annoncé au début de la conférence, le mardi 24 juin se tiendra l'Assemblée générale de la Société d'histoire des Français de Chine à la Villa Basset, résidence de Monsieur le Consul général de France. Cette Assemblée générale, qui sera brève et concise, 10 minutes maximum, sera suivie d'une table ronde intitulée « Parcours sinologique et sinophilique francophone, 3 témoins ». Nous recevrons Juan Pei, Pierre Clavquin et Yvon Vélo. Vélo. On m'a toujours dit vélo, je suis désolé. Vélo. J'ai été mal éduqué. Bien, nos podcasts maintenant. Comme mentionné aussi au début de la séance, donc je ne vais pas m'étendre, nous enregistrons et publions des podcasts, des entretiens très régulièrement. Le mois dernier, le révérend père Landry Védrenne parlait du concile de Shanghai en 1924. Ce mois-ci, nous découvrons Arkad Huang ou redécouvrons Arkad Huang avec Daniel Lycéef. Le mois prochain, Mercé Prats nous parlera de Pierre Teilhard de Chardin, dont c'est le jubilé cette année. Qui était un ami d'Henri Mess. Oui, peut-être. Certaines. Tu me l'apprends. Voilà. Autre chose importante, nous avons besoin de votre soutien et de votre participation. La Société d'histoire des Français de Chine est une association de loi 1901, alors je le précise pour ceux qui ne le sauraient pas, à but non lucratif, animée par des bénévoles. Et vous pouvez nous soutenir, évidemment, en adhérant, en renouvelant votre adhésion, parce qu'on sait que c'est quelque chose d'un peu compliqué parfois, de renouveler son adhésion, parce qu'il faut se rappeler de l'époque à laquelle on a adhéré, parce qu'il faut réussir à manipuler le formulaire, mais aussi en vous portant volontaire pour donner un peu de votre temps et de votre énergie à l'association. Et puis évidemment, il faut nous suivre et il faut surtout propager la bonne parole et inviter les gens à suivre ce que vous suivez vous-même. Voilà. Et participer en écrivant des articles ou en faisant des conférences. C'est ça, être volontaire aussi. Alléluia. Merci.
Monsieur le Président, un mot de la fin? Non, Thierry? Oui? Justement, sur le wiki de la Société d'Histoire, on retrouvera pas mal d'articles qui sont d'ailleurs rédigés Par des volontaires. Voilà, encore une fois, les cercles que tu soulignais, les relations, en effet. Vous allez retrouver une équipe dynamique, mais aussi des volontaires, des auteurs d'articles qui aiment partager sous différentes formes leur découverte. Merci bien.